C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, des élections législatives anticipées sont prévues le 16 novembre prochain. Cela fait suite à la dissolution de l'Assemblée nationale le 12 septembre dernier par le président Bassirou Diomaye Faye. Après des mois de tension entre le pouvoir et l'opposition ou la majorité parlementaire et des blocages notés au Parlement, la 14e législature n'aura ainsi vécu que 2 ans avant d'être dissoute par le président sénégalais, conformément à l'article 87 de la Constitution. Quels enjeux des législatives anticipées au Sénégal? Quelles conséquences sur le calendrier électoral sénégalais? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous irons au Tchad, où des élections législatives provinciales et communales sont également prévues pour le 29 décembre 2024. Information donnée par Ahmed Batchiré, le président de l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections. Ces élections sont les premières législatives qui se tiennent au Tchad depuis 2011 et se tiennent 8 mois après la présidentielle qui a mis fin à des années de transition. Une présidentielle remportée par le président Mahamat Idriss Déby avec 61% des suffrages exprimés. La page de la transition définitivement tournée au Tchad avec ses élections générales. Quels défis attendent le futur Parlement devant remplacer l'actuel Conseil national de transition? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Ibrahim Kamara, journaliste spécialisé en relations internationales. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, c'est un plaisir de vous rejoindre sur le plateau du débrief. Un plaisir toujours tout aussi partagé. Et en face de vous, M. Denis Ndour, un plaisir également, M. Ndour. Vous êtes spécialiste en droits humains, également professeur en sciences sociales. Toujours aussi un plaisir de partager le plateau avec vous. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau. Et Ibrahim Kamara, j'en reviens à vous. Pas de surprise pour la dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise le 12 septembre dernier, suite à des mois de tension, je le rappelais dans l'introduction, entre le pouvoir et la majorité parlementaire. Vous l'avez dit, ce n'est pas une surprise, puisque les prédécesseurs de Diomaye Faye l'avaient fait. Et vu la tension politique qu'il y avait entre l'exécutif et le législatif, il fallait s'y attendre, puisque c'était aussi le baptême de feu du Premier ministre Ousmane Sonko. Tout le monde l'attendait au pied du mur, l'opposition était sur le qui-vive. Ils s'attendaient à ce que Ousmane Sonko soit devant eux enfin à l'Assemblée nationale pour lui faire un retour d'ascenseur. Mais malheureusement, ou heureusement en tout cas pour l'actuel Premier ministre, il n'y a finalement pas eu de déclaration de politique générale. Au-delà également de cette DPG-là, on n'a pas, mais cette DPG même dont vous parlez n'a pas été retardée par le Premier ministre ou le Président de la République, dans la mesure où il y avait eu en tout cas modification ou falsification du règlement intérieur de l'Assemblée. L'Assemblée même l'a reconnu, c'est-à-dire les députés, le Président de l'Assemblée, qui a procédé à une modification du règlement intérieur. Donc, n'eût été cela, la DPG aurait pu se tenir également à date échue. Oui, bien sûr, mais tout est lié, Daouda. Tout est lié et nous sommes en politique, c'est de bonne guerre aussi. Chacun essaie d'aiguiser ses armes pour mieux affronter ses adversaires. Donc, puisque Ousmane Sonko avait eu cette carte à jouer, il l'a mis sur la table, c'est tout à fait logique. Il a tout fait pour le retarder. Comme je le disais, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pouvait proposer à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'il pouvait faire face à l'Assemblée nationale, puisque c'est son baptême de feu aussi. Il ne l'a jamais fait. Ce sont des nouveaux arrivants au pouvoir. Peut-être qu'il y a beaucoup de rouages et d'arcanes qu'ils ne maîtrisent pas encore, contrairement à ceux qui sont là depuis plus de 12 ans quand même. Et donc c'était une carte à jouer, il l'a mis sur la table. Nous sommes toujours en politique et comme l'avait fait Abdoulaye Wade. On n'a pas senti cette majorité parlementaire coopérer avec le nouveau pouvoir. Aujourd'hui, le débat d'orientation budgétaire, ils l'ont annulé juste parce qu'ils se sont sentis offensés par le Premier ministre pour des raisons politiques. Ils ont annulé une chose aussi importante que le débat d'orientation budgétaire. On a vu le rejet également de la modification de la Constitution. Tout le monde savait que le président Diomaye, dans son programme, la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil également étaient des exigences. Aujourd'hui, on n'a pas trop senti aussi ces députés de l'opposition coopérer avec les actuelles autorités du Haut Conseil. Ils ne vont jamais coopérer à Daouda. Ils vont essayer de retourner l'ascenseur au nouveau régime, puisque
le régime de Macky Sall a fait face à une farouche opposition lorsque Ousmane Sonko était dans l'opposition. Souvenez-vous que quand Ousmane Sonko montait au perchoir à l'Assemblée nationale, c'était houleux à l'époque. Donc eux aussi, ils s'attendaient à ce que Ousmane Sonko soit face à eux pour lui rendre la monnaie. C'était ça l'objectif en réalité, mais malheureusement, comme vous le dites, les intérêts du Sénégal n'étaient pas mis au devant. Les objectifs réels pour le développement du pays étaient vraiment au second plan. Et malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Et j'en viens à vous, M. Ndour. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, ces tensions qu'on a notées depuis l'élection du président Diomaye, ces tensions entre pouvoir et actuelle opposition? Oui, à mon humble avis, d'abord, il faut penser à la reddition des comptes. Parce que aussi, peut-être certains sont inquiétés, bon, sans le dire ouvertement, bien entendu. On a vu ce qui s'est passé avec les arrestations au niveau des polices des frontières, qui a un peu secoué, en tout cas, ceux qui étaient là. Moi, je pense que la dissolution de l'Assemblée nationale, même si c'était attendu, pour moi, c'est une solution pour éviter une crise institutionnelle. Parce que continuer à ce micmac-là entre opposants qui ne veulent pas coopérer et un pouvoir qui veut faire un changement systémique, ben, il y aura toujours un problème. Et ce problème-là, finalement, ce sont les populations qui sont les grands perdants. Et je le disais récemment, je disais, à mon avis, le président n'aurait dû même pas dissoudre l'Assemblée. Pourquoi? Si les députés s'étaient comportés en députés du peuple. Et je m'explique. Être un comportement de député du peuple, c'est de dire, écoutez, quel est le signal que les populations sénégalaises ont donné en votant pour Diomaye pour qu'il soit le président de la République? C'est un signal de dire, on ne veut plus de ceux qui étaient là. Et donc, pour moi, si eux, ils ont compris cela, ça veut dire que maintenant, on doit aller dans le sens du choix du peuple en coopérant avec celui qu'ils ont choisi. Ce n'était pas le cas. Moi, c'est la lecture que je faisais. Je me disais, non, on ne va pas dissoudre parce que les députés vont maintenant se comporter en vrais députés du peuple. Évidemment, on a toujours... Nous n'avons pas senti cette compréhension du message par les députés voilà, de l'opposition. donc on sentait que c'était plus députés de parti, députés de coalition, députés de... Voilà, comme le disait... de rancune, de vouloir dire tu vas nous payer, c'est toi qui nous avais fait, on va te faire, alors qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement qui est en train de combattre avec des parlementaires. Il s'agit de représenter le peuple et de dire voilà ce que nous pouvons faire pour sortir ce peuple-là des souffrances que nous connaissons tous. Hein. C'est le chômage, c'est l'immigration, voilà, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est la sécurité intérieure. Bon, tout ça, je pense que si les députés étaient animés de ce que, voilà, c'est ça, ce sont les mots des populations, ils ne vont jamais aller en tandem avec le gouvernement. Ils sont allés même loin en disant qu'ils veulent faire une motion de censure. C'est-à-dire, dès que la personne ait cette idée-là, ça veut dire que je ne veux même plus de ton gouvernement. Ça veut dire tout simplement qu'on ne vous reconnaît pas. Et bon, voilà, donc lui, il a compris qu'on allait vers ce statut-là et pourquoi il a... Et sachant qu'aujourd'hui, ces différents pouvoirs que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire également, sont des pouvoirs qui doivent travailler ensemble pour éviter ce blocage institutionnel dont vous parliez tout à l'heure. Parfaitement. Non seulement ils doivent travailler en collaboration, mais les pouvoirs doivent être limités. Et c'est là où je disais, si on veut vraiment des changements profonds et qu'on veut parler de rupture, je pense qu'effectivement, en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Si même le président lui-même dit que moi-même je veux qu'on diminue mes pouvoirs, ça veut dire que ça ne peut se traduire qu'à travers la Constitution et ça va dire appeler à un référendum. C'est d'ailleurs ce que le président Diomaye propose dans son programme. Voilà. C'est aujourd'hui de diminuer les pouvoirs aujourd'hui du président de la République, voilà, de renforcer également les pouvoirs d'autres institutions. Et Denis, dites-moi, selon vous, quels sont les enjeux de ce scrutin, les législatives anticipées de novembre? Alors les enjeux pour moi, c'est la recomposition politique. Parce que comme vous le voyez, on a tendance à avoir maintenant au Sénégal une nouvelle génération
en tout cas qui de plus en plus s'affirment comme opposants ou en tout cas comme personnes aspirant à la magistrature suprême. Et quand vous voyez tous ceux qui étaient là comme candidats, la plupart en tout cas sont dans le silence. Qu'est-ce qu'ils mijotent, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer politiquement, on ne sait pas encore. Mais justement, ces élections-là seront très déterminantes parce que c'est là qu'on saura maintenant désormais sur quel leader politique il faut compter pour l'avenir du pays, sur quel leader politique il faut compter pour être vraiment avoir une opposition de qualité, parce que c'est important pour une bonne démocratie. Moi, je suis contre des coalitions où tout le monde fourre tout le monde regarde vers la même direction. Pour moi, c'est dangereux parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens critiques, mais quand même dans le bon sens pour pouvoir aider, pour pouvoir rectifier. Et ces élections-là, au lendemain, on verra effectivement une recomposition. Évidemment, les gens du pouvoir, ils sont dans une situation un peu très délicate puisque rien ne garantit que le peuple va confirmer une majorité. Bon, moi je disais que même une majorité, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable quand on parle de majorité écrasante ou confortable. Puisque le président, si son message est bien compris, cela veut dire que les députés qui sont là, qu'ils soient de gauche, de droite, de socialistes ou pas, ils vont agir selon les intérêts du peuple. Et c'est ça que nous voulons parce que toutes les alternances qui sont passées, on s'est toujours lamenté d'avoir de vrais députés du peuple qui ne sont pas là pour applaudir, qui ne sont pas là pour des velléités ou des insultes, etc., ou des bagarres. Vraiment, on ne veut plus voir ces images-là. Ce qu'on veut, c'est vraiment des gens qui sont là, qui connaissent les mots du peuple. Vraiment, c'est la faim, c'est l'immigration, c'est le chômage, c'est l'accès à l'eau potable dans certains endroits, à l'électricité, voilà, la vie chère. Des gens qui savent ce qui se passe dans la réalité, qui l'apportent au Parlement pour pouvoir vraiment demander à ce que voilà, le gouvernement puisse faire quelque chose. Moi, je pense que avoir un nouveau type de député qui sera plus là pour les intérêts de population qu'il représente et non pour les coalitions. Et non pour les intérêts de coalitions et de partis. Et dans son avis rendu public le 14 septembre dernier, Ibrahima, le Conseil constitutionnel sénégalais a décidé que les dispositions du code électoral relatives au parrainage ne peuvent être appliquées en cas d'élection législative anticipée suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Tentons ainsi vers des élections législatives inclusives avec cette suspension du parrainage. Alors, certes, ce seront des élections inclusives, comme vous venez de le dire, mais retenons que le parrainage, quand même, a pu mettre en place un système qui permet, si je peux le considérer comme un entonnoir, afin de pouvoir fluidifier de filtre. Voilà, la participation aux élections. Puisqu'il y avait une allure qu'on avait constatée au Sénégal quand même, qui n'était pas possible de continuer. Daouda ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, créer son parti politique, avoir sa liste, M. Ndour aussi, mais ce n'est pas possible pour un petit pays comme le Sénégal qui compte même pas 20 millions d'habitants. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de permettre aux populations sénégalaises de faire le bon choix. Et ce bon choix-là, on ne peut pas le faire avec 10 millions de listes, ce n'est pas possible. Une multitude de listes ne veut pas dire également qu'on aura une multitude de candidatures qui seront validées, puisqu'on a vu ce qu'il y avait aujourd'hui par rapport à la dernière présidentielle. Mais il y avait certes le parrainage, il y avait une multitude de listes, oui, mais après, au final, beaucoup également ne se sont pas conformés, au-delà même du parrainage. C'est ça. Beaucoup ne sont pas conformés en tout cas aux règles du code électoral. J'allais venir à cette question-là parce que souvenez-vous que la liste de l'opposition qui a été validée, ce sont les suppléants à l'époque, si vous vous souvenez. C'est pourquoi d'ailleurs Ousmane Sonko n'est pas député aujourd'hui. Parce que la liste aujourd'hui des députés, des personnes en tout cas qui étaient dans les titulaires n'étaient pas conformes. Il y avait des choses qui n'étaient pas conformes avec le code électoral. C'est ce qui a créé d'ailleurs des malentendus entre le Parti socialiste et certains membres du PASTEF, si vous vous souvenez. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, parce que nous savons tous comment sont constituées ces listes. Souvent les suppléants c'est juste pour meubler la liste ou alors pour essayer de voir les militants de seconde zone qu'on peut mettre pour un peu rembourrer la liste afin d'être en concordance avec la loi. Donc malheureusement, ce sont les suppléants
qui ont été admis à l'Assemblée nationale à l'arrivée. Et aujourd'hui, si vous faites le constat au sein de l'hémicycle qui a été dissout, on se rend compte que rares sont les députés comme Guy Marius Sagna qui sont capables de soulever le lièvre et de poser des questions vraiment très pertinentes à l'Assemblée nationale afin que le Sénégal puisse aller vers l'essentiel. Et malheureusement, moi je sens qu'on va de mal en pis si on n'y prend pas garde. Nos dirigeants, que ce soit l'Assemblée nationale ou alors l'exécutif qui est mis en place aujourd'hui, ceux qui nous dirigent ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des membres à part entière de notre société. Ils sont nos frères, ils sont nos cousins, ils sont nos neveux, ils viennent de notre société, ils viennent de nos maisons. Et donc revoyons en profondeur le problème au sein de nous, notre société sénégalaise. Et même si on a la meilleure assemblée du monde, même si on amène les meilleurs experts en matière de législature, sachant que tant que la masse ne suit pas, on aura du mal à développer ces... Et ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, cette masse, elle est réveillée, Ibrahima? On a constaté que lors de la dernière élection, la présidentielle du 24 mars dernier, on a vu en tout cas des Sénégalais conscients de ce qu'ils veulent. Des Sénégalais qui ont carrément opté pour le changement, puisque c'est une opposition qu'on a vu qui a remporté une présidentielle. Et dès le premier tour, ce qu'on voyait d'habitude au Sénégal, c'est que l'opposition allait au second tour, créer une coalition et l'emporter. Oui. Donc est-ce que cette masse aujourd'hui n'est pas éveillée et n'aspire pas à ce changement-là? La masse est très réveillée. Ça, bon, quand on revisite même l'histoire, le Sénégal n'en est pas à sa première alternance. Hein. C'est la troisième alternance. Tout à fait. La première alternance, il y a de cela 24 ans quand même, que le Sénégal avait connu sa première alternance. Mais c'était toujours avec une coalition et au second tour. Oui. Là, c'est dès le premier tour que l'opposition est arrivée au pouvoir. La première alternance, c'était au second tour avec Abdoulaye Wade. La deuxième alternance a été encore beaucoup plus beau, beaucoup plus belle et plus jolie que la première alternance. Et la troisième alternance, et Dieu merci, les Sénégalais s'éveillent de plus en plus. Et là, tant mieux pour la démocratie. Et comme vous le dites, au premier tour, personne ne s'y attendait. Et la masse a encore fait parler. La masse a encore agi. Ils ont encore pesé de tout leur poids pour faire comprendre encore une fois à la classe politique sénégalaise que nous sommes beaucoup plus en avance que vous ne le pensez. Et cette masse, en tout cas, est une masse donc, que les dirigeants ou bien que les acteurs politiques doivent bien prendre en compte puisqu'elle est consciente, en tout cas aujourd'hui, de son bon vouloir et du type de dirigeant qu'elle veut aujourd'hui pour ce pays-là. Et Denis, après une présidentielle en mars 2024, des législatives anticipées également en novembre 2024 et des élections locales en 2026, le Sénégal va ainsi tenir 3 élections différentes en 3 ans. Est-ce que des concertations aujourd'hui ne sont pas une nécessité entre les différents acteurs politiques à l'issue bien sûr de toutes ces élections pour la stabilisation du calendrier électoral? Bon, moi je pense que les concertations sont indispensables et incontournables d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas aller à des élections sans que les acteurs ne s'asseyent pour dire dans quelles conditions on y va, sur quel point on a un consensus pour dire on accepte d'aller pour ça. Parce que les histoires de liste pléthore là, mais ça c'est sûr qu'on va en discuter. Hein. Mais à l'issue des législatives, puisque là, les délais sont quand même courts pour parler de concertation pour les législatives. C'est ça, après les législatives en principe. Non, même avant qu'on y aille, il faut qu'il y ait une concertation. C'est nécessaire. Parce que je dis toujours, les élections, ce n'est pas le jour du scrutin. Les élections, c'est en amont, c'est avant, c'est pendant et c'est après. Donc, si des élections, il n'y a pas de contestation, il faut toujours regarder le rétroviseur. Comment ça a été durant la préparation? Quels sont les points de consensus où on est d'accord qu'on va y aller comme ça, parce que la loi nous permet? Ou bien, voilà, il n'y a pas ça, après, ce sera tout le temps des... Voilà. Bon, moi, je pense que à l'heure où nous sommes, le problème de finance se pose, mais on dit toujours, celui qui veut quelque chose doit donner les moyens de cette chose que la personne veut. On va nous dire, oui, 3 ans, élection 3 fois, donc c'est beaucoup d'argent. D'accord, c'est beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui est mieux entre dépenser cet argent-là pour être stable, avoir des institutions solides, et maintenant partir sur de nouvelles bases, comme on dit, un changement systémique, ou bien, voilà, dire on va économiser en attendant, et les institutions sont là en train d'être secouées, et je pense qu'il n'y a pas de stabilité. Pour moi, ça ne vaut pas la peine. Donc, les questions économiques, là, pour moi, ce n'est pas une excuse pour, en tout cas, bâtir des institutions solides
où vraiment il n'y a plus de tricherie, on sait que c'est comme ça, on parle de parquet financier récemment, pour dire que les institutions quand même, non seulement en termes de démocratie, mais en termes de bonne gouvernance, si elles ne sont pas solides, c'est sûr que le développement ne va pas suivre. Et la bonne gouvernance est une question également qui tient à cœur le président Diomaye par rapport à son programme. Et le chef de l'opposition également, selon les résultats de la dernière présidentielle bien sûr, c'est-à-dire Amadou Ba, a lancé un comité d'initiative chargé aujourd'hui de travailler sur la création de son futur parti politique, la nouvelle responsabilité. Il envisage également une coalition de l'opposition en vue des législatives prochaines. Une autre coalition de l'opposition a également porté sur les fonds baptismaux. L'autre coalition de l'opposition regroupe surtout des libéraux qui sont anciens du PDS, anciens de l'Alliance pour la République et bien d'autres. Aujourd'hui, quelle chance de l'opposition sénégalaise pour ces législatives anticipées? Alors, moi, ce que je dis toujours, en termes de coalition, il y a une incohérence chaque fois qu'il s'agit de coalition. Pourquoi? L'incohérence, c'est l'intérêt qu'on met en avant. On se met ensemble pour pouvoir se partager des places, des gâteaux, alors qu'en réalité, la coalition doit suivre une certaine cohérence sur le plan idéologique, sur le plan... Bon, on se dit, mais comment telle personne peut fusiller telle personne? Demain, ils sont ensemble, ils se donnent la main. Mais les Sénégalais ne sont pas dupes, on observe et on regarde. Donc moi, je pense que c'est là où, aujourd'hui, ils peuvent nous démontrer... qu'effectivement, ils sont là pour l'intérêt du peuple ou bien ils sont là pour l'intérêt... L'autre aspect, c'est que, bon, on a toujours théorisé l'opposition, le chef de l'opposition, même c'est consacré dans notre charte fondamentale, il y a des attributions, mais on n'est jamais allé jusqu'au bout. Et je pense que c'est le moment, si on parle de changement systémique, d'aller jusqu'au bout. Et ça aussi, c'est un prix à payer. C'est aussi le poids de la démocratie, une démocratie évolutive où on dit, oui, on était à ce stade-là, maintenant on a un peu évolué, on est capable de donner au chef de l'opposition ce pouvoir-là, mais pour contribuer, pas pour créer un statu quo, mais pour contribuer. Évidemment, ce qu'on reconnaît là comme chef de l'opposition, la lecture des Sénégalais est une lecture double. Pour certains, le chef de l'opposition, ce n'est pas celui qui arrive en deuxième position. Ça, c'est pour eux peut-être mécanique, c'est juste des chiffres. Selon les textes actuels aussi. Oui, selon les textes. Selon les textes, oui. Mais dans la perception des Sénégalais, c'est celui qui est là pour combattre pour eux. Ce n'est pas celui qui est dans son coin. Qui incarne la posture de cette posture, de cette décision mécanique-là. Malheureusement, Denis, nous en sommes à la fin de la première partie du débrief. Dans la seconde partie, il sera question de parler du Tchad et des élections générales prévues le 29 décembre 2024. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Denis Ndour, au Tchad, il y a l'Agence nationale de gestion des élections qui a fixé la date des élections générales au 29 décembre 2024. Des lois organiques portant sur la composition du Parlement et le découpage électoral ont également été promulguées en mi-août. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui du travail mené jusque-là par l'ANGE pour arriver à cette fin de la transition dans le pays? Alors, d'abord, il faut saluer qu'il y ait une fin. Parce que pour la plupart, dès qu'on parle de transition, il y a toujours un prolongement. Donc ça, c'est déjà salutaire. C'est pour dire que, bon, on a respecté ce qu'on s'était dit. On n'est pas là pour trouver des superficies pour pouvoir continuer. Bon, moi, je dirais que le président actuel, c'est se conforter. Pourquoi? Parce qu'il est passé avec 61%. L'opposition qu'on pensait aller renverser les choses a été de loin. Et donc, je pense que la seule manière de s'opposer maintenant, c'est de s'investir au niveau des provinces, au niveau des communes et au niveau de l'hémicycle. Au niveau de l'hémicycle, pour moi, c'est très déterminant parce que la composition qu'on avait avec la transition, c'était plus une composition de consensus où on devait avoir toutes les sensibilités, les représentativités des ethnies et tout ça, alors que l'Assemblée nationale va suivre d'autres logiques
qui ne sera pas ça, qui sera seulement les résultats du vote. Alors ça, moi je pense que c'est là où peut-être il peut y avoir un hiatus, où les Tchadiens peuvent se dire, on peut regretter parce que tout le monde était là, maintenant tout le monde n'est plus là. On est là pour observer, mais nous, en tant qu'acteurs des droits humains, tout ce que nous prenons, c'est qu'il y ait un respect, voilà, du code électoral, un respect de tout ce qu'il faudra. Et je dis toujours, les élections, c'est en amont, c'est d'abord avant, c'est pendant et c'est après. Donc les élections ne sont pas juste le jour du scrutin, comme vous aimez à le rappeler. Et Ibrahima, pour ces élections législatives, provinciales et communales, les dépôts de candidature vont avoir lieu du 19 au 28 octobre. La campagne électorale va débuter le 7 décembre et prendra fin le 27 décembre, 20 jours de campagne électorale. Les résultats provisoires proclamés par l'Ange le 15 janvier et ceux définitifs aujourd'hui, proclamés le 3 février 2025 par la Cour suprême. Selon vous, quels sont les défis de cette Agence nationale de gestion des élections quant à l'organisation de ces élections générales? Alors, le défi est énorme, hein, Daouda, mais le défi ne peut être complémentaire parce que le plus difficile a été atteint par Déby Fils. Ce qui est plus difficile, c'est la manière dont il a surpris son monde. Le monde entier a été quand même surpris par Déby Fils. Il a su relever le défi de la légitimité, si je peux le dire ainsi, comme le disait Lourd. Et avant même d'en arriver à ce défi de la légitimité, il a réussi également à réconcilier une bonne partie des Tchadiens avec le retour des groupes politico-militaires, des amnisties aujourd'hui, des membres du FACT qui sont à l'origine de la mort de son père. Le rapprochement même avec son principal opposant qui a été son premier ministre. C'est ça, Masra. Et du coup, on se rend compte que il a vraiment atteint des objectifs que son père n'a pas pu faire. Franchement, Déby Fils, je dis chapeau. Même si il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose, et ce sont des questions peut-être que les droits de l'homme vont remettre sur la table pour que la lumière soit faite sur ces questions-là. Mais à l'heure actuelle, il tient le bon bout, Déby Fils. Et le plus difficile au Tchad, dans un pays comme le Tchad, qui est un pays négro-arabe, qui est un pays très compliqué sur le plan clanique, sur le plan ethniciste, entre autres, il a commencé à vraiment recoller ces morceaux. Et s'il arrive à mettre en place un gouvernement très solide et avoir une législative solide, avoir des institutions solides au niveau de toutes les échelles, je pense qu'il parviendra à relever les défis démocratiques que son père n'a pas pu faire. Et aujourd'hui, ces élections auxquelles on s'approche, je pense qu'en amont, il a pu régler beaucoup de questions, comme tu viens de le dire, en essayant de s'asseoir autour d'une table, y compris ceux qui sont accusés d'être à l'origine de la mort de son père. C'est pas évident, Daouda. Avant tout, c'est son père, quand même. Et donc, quelqu'un qui est à l'origine de la mort de votre propre père, vous acceptez de vous asseoir autour d'une table avec cette personne, c'est un grand dirigeant, franchement. Donc, l'intérêt des Tchadiens a été mis en avant aujourd'hui pour rapprocher, en tout cas, toutes ces populations. Si les Tchadiens le suivent, malheureusement, il y aura toujours des velléités, puisque ce sont des affaires claniques, familiales, ethnicistes, entre autres. Et si les Tchadiens essayent aussi de le suivre dans cette dynamique, de sortir un peu de leur zone de confort dont ils ont l'habitude, et pour comprendre que Déby Fils est là pour les mener droit vers le chemin de la démocratie et du développement, je pense que le Tchad pourra vraiment devenir un pays très très solide en Afrique, et surtout dans cette zone où ils sont presque entourés d'une ceinture de feu. Et vous, Denis, selon vous, quels sont les défis qui attendent aujourd'hui cette Ange-là quant à l'organisation de ces scrutins qui sont aujourd'hui couplés, législatifs, communales et provinciales? Oui, moi je pense que c'est la transparence, parce que si jamais il y a des contestations, cela veut dire qu'on retourne aux cases de départ. Si c'est contesté, c'est que bon, voilà, c'est que la transition n'a pas été, voilà, ce qu'elle devait être. Mais Denis, est-ce que les contestations aujourd'hui peuvent être empêchées, en tout cas dans nos démocraties? Je m'explique. On a toujours vu des gens aujourd'hui qui contestaient le fichier électoral, qui contestaient les autorités en place et tout, et qui, une fois de l'opposition, ont réussi à gagner des élections avec ce même fichier électoral. Donc, est-ce que la question de la contestation aussi est réellement un vrai problème? Sauf que ça peut être un vrai problème, sauf que dans certains pays, il y a une démocratie qui est déjà assise.
c'est-à-dire que les institutions sont là. Même si on dit que ce n'est pas parfait, c'est déjà là. Donc, une contestation peut être quelque chose de passager, mais pour un pays qui sort d'une transition, quand même, c'est différent. Parce que là, on est dans l'attente des résultats, dans la mesure où, voilà, on a dit on a fait la transition. Maintenant, est-ce qu'on va mettre quelque chose en place pour montrer que ça, c'était réel, que l'initiative qu'on faisait là, c'était réel, ou bien c'était juste un bluff politique, où on va remettre ce qu'on ne voulait pas. Donc c'est là où se trouve le danger. Donc pour moi, le vrai défi, c'est la transparence de ces élections-là. La transparence de ces élections, et on reste avec ces élections générales au Tchad qui vont être organisées avec le registre électoral existant, parce que vu les délais aujourd'hui, refaire un nouveau fichier électoral va prendre du temps, un recensement démographique ainsi que également des moyens financiers et logistiques, alors que les délais sont assez courts. Après plusieurs reports depuis 2015, je rappelle que les élections devaient se tenir en 2015, d'autres reports également jusqu'au coup d'État et à la fin de la transition. Pensez-vous que cette fois soit la bonne aujourd'hui pour la tenue de ces élections? Oui, moi je pense que ça devrait être la bonne, dans la mesure où le défi du Tchad, c'est déjà de s'imposer au niveau du Sahel. Parce que, rappelez-vous, on avait recours au Tchad pour la stabilité du Sahel. Mais quand le Tchad s'est senti menacé et que, bon, après il a oublié, mais l'initiative de départ, c'est de faire une sécurisation du Sahel, et le Tchad était vraiment un pays qui voulait donner l'exemple dans ce sens. Et donc je pense que en passant cette étape-là, on risque de retrouver encore vraiment un pays très solide du point de vue, en tout cas, sécurité de la sous-région, surtout au niveau du Sahel, pour renforcer un peu les acquis de la lutte contre le terrorisme. Et par rapport à cette sécurisation du Sahel, on a même vu les forces tchadiennes, en tout cas qui étaient au Mali, commandées par l'actuel président, qui à l'époque était le commandant des forces tchadiennes au Sahel. Tout à fait. Ça, c'est pour traduire un peu l'initiative et aussi le fait que le Tchad, ça lui tient à cœur qu'il y ait un pays stable, en tout cas une région, un Sahel stable où on va développer le pays. Rappelez-vous, même Déby Père, avant qu'il ne s'en aille, a fait beaucoup de clins d'œil sur la relation France-Afrique et du fait que c'est le moment maintenant que l'Afrique doit prendre ses propres initiatives et partir. Cette idée-là est ancrée dans l'esprit des Tchadiens et de la sous-région. Mais puisqu'il y a eu un peu de remous, on s'est dit, ok, on met ça en stand-by. Mais je pense que dès l'instant où on va passer cette étape-là, on va revenir sur ça. Il faudrait qu'il y ait ce Sahel-là qui dira, on compte sur nous pour réconcilier, on compte sur nous pour la sécurité de la sous-région. Denis, selon vous, quels sont les enjeux de ces élections législatives, provinciales et communales au Tchad, si l'on sait que depuis 2011, des élections législatives ne se sont pas tenues dans le pays? Oui, bon, je ne dirais pas une question de nostalgie, mais c'est une question pour les Tchadiens eux-mêmes pour se repositionner. C'est-à-dire, dès qu'on parle d'un pays où voilà, il y a un remous, il y a le pouvoir militaire, dès qu'on parle d'élection, c'est qu'on veut revenir au normal. Donc, c'est une fierté aussi pour les Tchadiens que de savoir que leur pays redevient un pays normal qui applique la démocratie telle que, vue, acceptée aujourd'hui par la communauté internationale. Bon, l'autre défi aussi, c'est que ça, c'est un défi, 3 défis d'ailleurs qui vont continuer par rapport au travail mené avec la transition, c'est d'assurer la sécurité au niveau national. Du territoire. Mais également, l'autre défi, c'est l'aspect économique. Parce qu'on ne peut pas être dans une situation ni guerre, ni paix, et avoir un développement économique. Donc ça, c'est notre défi. Et le 3e défi, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance parce que si on a hâte d'avoir des institutions solides à travers une démocratie participative, c'est qu'au final, c'est pour pouvoir assurer une bonne gouvernance. Je pense que ces 3 défis-là qui attendent quand même au lendemain de ces élections, que ce soit quelque chose qui soit appliqué avec une décentralisation de la gouvernance au niveau local avec les communes, les provinces,
et qu'au niveau de l'hémicycle, comme on le dit ici, que ça reflète effectivement les besoins des populations et non les besoins de groupes qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Et tendons ainsi vers la fermeture définitive de la page de la transition au Tchad. Si l'on sait qu'après la présidentielle, il restait toujours, en tout cas, c'est-à-dire un président élu démocratiquement, il restait toujours le CNT, qui est le Conseil national de transition, qui fait office d'assemblée législative jusqu'à la tenue, en tout cas, de ces élections-là. Donc, avec ces élections générales, tendons vers la fin définitive, en tout cas, de la transition au Tchad. Oui, fin définitive, on ne peut pas trop affirmer, mais on le souhaite. C'est-à-dire à l'issue de ces élections, voilà, toutes les institutions seront là, les institutions élues démocratiquement. On attend à ce que tout fonctionne normalement et qu'il n'y ait pas de remous, de contestation ou en tout cas des choses extérieures qui puissent secouer. Donc ça, c'est le souhait. Mais on ne peut pas affirmer que désormais, il y a ceci, donc c'est terminé. Non, moi je pense qu'il faut attendre déjà au sortir de ces élections-là pour voir la mise en place de ces institutions, leur fonctionnement, parce qu'il y a l'aspect de mise en place, mais il y a l'aspect de fonctionnement. Parce qu'une institution qui ne fonctionne pas, parce que pour des questions de majorité ou de n'importe quelle question multiforme, s'il n'y a pas de cette fonctionnalité-là, c'est comme zéro, quoi. C'est comme si on est toujours au cas de départ. Donc pour moi, il faut attendre au sortir de ces élections-là pour voir le fonctionnement au niveau communal, que je disais, la décentralisation de la gouvernance, et au niveau également des provinces, pour voir ce que les populations ressentent dans le développement, dans leur bien-être, dans leur positionnement sur le plan stratégique, géopolitique, de leur propre pays, dans la sous-région, mais en Afrique globalement. Et Ibrahim, selon vous, quelles sont les chances du parti Les Transformateurs, le parti du principal opposant Succès Masra, pour ces élections générales? Alors, je pense que Succès Masra a encore du travail à faire, parce que aussi, le combat démocratique, c'est un long combat, c'est un long chemin. Et souvent, nous, en Afrique, nos opposants sont souvent très, très pressés. Donc, ils veulent brûler les étapes. Comme le disait tantôt Nour, je pense qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y aura toujours des contestations, il y aura toujours des points qui seront soulevés, parce que souvent, le problème de nos institutions, ce ne sont pas les institutions en soi, mais il y a trop de retard d'adaptation des textes relatifs à l'évolution des sociétés, à l'évolution des réalités politiques sur le terrain. Et ça constitue des freins à nos institutions. Et donc, Succès Masra, qui actuellement a pu mettre en place quand même un appareil politique très solide et a tissé des relations et il a noué vraiment des relations, surtout au niveau international. Il peut vraiment avoir quelque chose et sur lequel il peut commencer à mettre en place l'opposition tchadienne. Ancien Premier ministre, ce n'est pas mal en soi. Certains disent que ça fait partie de ceux qui l'ont tué politiquement, mais il peut toujours se relever. Il est jeune, il a de l'avenir devant lui, il peut participer à la démocratie. Et quel défi également attend, selon vous, le futur Parlement devant remplacer le CNT, le Conseil national de transition? Ce futur Parlement viendra à son heure, puisque Déby a posé les jalons. Ce sera au tour de ce Parlement de faire la différence, de se démarquer des anciens parlements ou de l'ancien régime. À l'instar du Sénégal, on attend plus du futur Parlement parce qu'on sait tous comment Idriss Déby dirigeait le Tchad et quels sont les soubresauts, entre autres. Il y avait quand même une peur bleue des Tchadiens et je crois qu'aujourd'hui, il y a une bouffée d'oxygène démocratique qui vient d'entrer dans ce pays et ils peuvent saisir cette balle au rebond pour enfin montrer à la face du monde que le Tchad peut enfin relever le défi démocratique. Que le Tchad peut enfin relever le défi démocratique. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Ibrahim Kamara, journaliste spécialisé en relations internationales. Merci encore d'avoir été avec nous. Un plaisir aussi d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci Daouda, merci à vous, c'est un plaisir. Merci également à Denis Ndour, spécialiste en droits humains, également professeur en sciences sociales. Aussi un plaisir, Denis, d'avoir partagé ce plateau avec vous. Toujours un plaisir d'être là sur ce plateau de débrief. Plaisir tout aussi partagé. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de ce débrief. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.